Alors bonjour tout d'abord tout le monde. Ouais, donc on est ce soir réunis avec tous ensemble. Donc je vais vous faire une présentation avec Florian Mardon et donc moi-même Brice Boer sur la containerisation. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Docker jusqu'à aller jusqu'à Kubernetes et quelles sont les relations entre ces deux outils. Parce que souvent, comme on le dit, on entend souvent parler des deux outils, mais on ne sait pas tout à fait qui fait quoi et comment l'un communique avec l'autre. Au niveau du sommaire, donc comme je disais, on va voir donc Docker, qu'est-ce que c'est exactement. Ensuite, on va traiter de la partie Kubernetes. Et en troisième partie, Florian va nous faire une petite démonstration d'un cluster cube, comment ça se manipule, comment le mettre en place et comment le faire évoluer et quels sont les impacts. Et en dernière partie, une conclusion. Alors, qu'est-ce que c'est que Docker et qu'est-ce que c'est que la containerisation? Avant de parler de Docker, on va parler de d'où vient la containerisation, d'où vient le besoin de faire de la containerisation. Parce que tout d'abord, on avait dans nos data centers, on avait des serveurs physiques, donc avec un kernel, des libs et des apps. Et ça fonctionnait très bien. Après, on a fait évoluer le système en disant, on a maintenant sur nos serveurs physiques, on a des machines virtuelles qui vont avoir un OS, des libs et des apps. Et dans un troisième point, on a fait évoluer la partie app pour y intégrer ce fameux Docker Engine qui gère des conteneurs. Donc, pour revenir plus précisément sur ce qu'est chacune de ces briques, donc on a le serveur physique. Le serveur physique, tout le monde sait ce que c'est. Le gros avantage, c'était la première brique. Elle permettait donc de gérer plein d'applis de façon mutualisée, mais ça prenait à la fois de l'espace et des ressources dans mon data center, et cet espace et ces ressources ne sont pas illimités. Ensuite, on a rajouté donc les machines virtuelles au sein de ce serveur physique, qui permettait d'isoler les applis au sein de ce serveur physique. Parce que là, la problématique, si on revenait sur le premier schéma, c'est que j'avais plusieurs applis dans le même serveur, et quand je voulais faire évoluer, des fois, il y avait des dépendances qui pouvaient se contredire. Typiquement, quand j'avais une app qui était en Node.js 15 et une autre app en Node.js 13, il fallait bien que je gère tous les liens et pour faire évoluer, pour faire monter une version sans impacter l'autre. Et donc voilà, donc tous ces problèmes étaient liés à cette fameuse mutualisation du serveur physique. La VM a permis d'isoler les apps, mais a amené une autre problématique, c'est que comme chaque VM a un OS, chaque OS va prendre de l'espace et à ses consommateurs, même un Unix, même un serveur Unix, ça prend de l'espace disque et ça peut prendre du temps. De plus, le démarrage d'une VM, ça prend du temps. C'est tout aussi lent qu'un serveur physique. Donc, on n'y gagnait pas sur le démarrage, on y gagnait surtout sur l'isolation. Et aussi sur la montée de ressources, la montée de pas la scalabilité, parce que c'est pas de la scalabilité, mais de pouvoir moduler la CPU et la RAM de la VM à chaud de façon de façon très simple. Et dans ce troisième point, on a rajouté donc la containerisation qui remplace le bloc applicatif, qui lui, en fin de compte, via le moteur Docker Engine, va permettre en fait de dire sur mon conteneur, je vais mettre un OS X, ma VM va avoir un OS Y, Docker Engine va permettre de faire la communication entre ces deux OS pour pouvoir faire une sorte d'agnostisation du système d'exploitation. De plus, les conteneurs vont toujours être isolés et vont pouvoir toujours permettre cette utilisation d'applications. Donc, c'est en ça où, et surtout, du fait qu'on n'a plus réellement de gestion d'OS, le démarrage d'un conteneur se fait très rapidement parce qu'on n'a pas la lourdeur de démarrer un OS avec tout ce qui embarque un OS. Donc là, on a juste à éteindre, redémarrer le conteneur et ça se fait très rapidement. Donc voilà, donc ça c'était la partie Docker, très simplement, très rapidement. Qu'est-ce qu'a apporté Docker sur le marché de la conteneurisation? Concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Donc ça apporte deux choses. La première, c'est la stabilisation de la livraison entre la phase je développe et je livre en prod. Tout simplement pourquoi? Je dis ça parce qu'en fait, combien de fois on a été confronté en termes de SysOps et autres, de dire mon appli elle fonctionne sur mon environnement de travail, elle devrait fonctionner en prod. Or, en prod, je peux avoir des versions de librairies différentes de mon environnement de travail, ce qui fait que les environnements ne sont pas ISO. Alors que
la conteneurisation, si on travaille notre appli directement dans ce conteneur et qu'on livre ce conteneur, eh ben, ce qu'on a développé, c'est ce qu'on livre, c'est la même chose. Et c'est en ça où le deuxième point il entre en question, c'est cette évolution du livrable. On ne livre plus une application, on livre un conteneur qui contient cette application, notre application, mais qui va aussi contenir toutes les dépendances pour pouvoir faire fonctionner de façon applicative cette application, c'est-à-dire mon serveur applicatif, mon serveur NGINX ou mon serveur J2E pour des applis Java et tout ce qui va bien. Par exemple, nous, donc moi je travaille chez Amundi. Chez Amundi, on a pris le parti de dire, nous, équipe DevOps, on va mettre en place des images donc, sur du PHP, donc du PHP 7.4, et on va les fournir aux développeurs. Les développeurs, ils vont pouvoir les utiliser en tant qu'environnement de travail. Donc, ils travaillent sur des environnements virtualisés, d'où le SL2 sous Windows, et ils montent ces images qu'on leur met à dispo, et ils peuvent embarquer ces images et travailler également leur appli dans ces images qu'on a mis à dispo avec des librairies. Et c'est ces mêmes images qu'on va déployer en production. De plus, si le développeur a besoin, pour des besoins spécifiques, de librairies en plus que nous, on ne met pas à dispo, et il hérite avec Docker, il va créer son propre Dockerfile, il va hériter de notre image et on va livrer son Dockerfile à lui qui utilisera toujours notre socle à nous. Donc, l'avantage, c'est qu'il utilise notre socle avec les briques de sécurité, mais lui, il peut amener sa spécificité dans son livrable à lui, qu'on livrera dans notre infrastructure Kube. Donc voilà, donc là, on a une infrastructure Docker qui permet d'être développée en local, livrée telle qu'elle en production, et qui pourrait même fonctionner. Donc là, on pourrait se dire, ça fonctionne très bien, j'ai mon conteneur qui tourne, et je pourrais m'arrêter là en me disant, j'ai mon conteneur qui est livré en prod, il tourne, il fonctionne, et c'est ce que j'ai développé, c'est la même chose. Donc là, on pourrait s'arrêter là. Mais on verra dans un second temps qu'on peut aller plus loin. Tout d'abord, je vous montre juste un exemple de Dockerfile. Donc, c'est un des Dockerfiles que nous, on utilise chez Amundi. Donc, voilà. Donc là, typiquement, on voit que le from, c'est juste pour dire, je vais hériter de cette image, donc la Alpine 3.15. Je vais y appliquer donc, des command run, donc des installations. Donc, comme si j'avais été en route dans la machine et que j'avais fait, moi, manuellement l'APK add et compagnie. Donc, j'installe des librairies. Et derrière, nous, on stocke cette image qui va être finalisée, on va la stocker dans Artifactory pour qu'elle soit réutilisée ensuite par les développeurs. Donc, nous, on a pris comme démarche de faire différentes images PHP, donc une PHP NGINX et une PHP SPM. Donc, on en a deux et les développeurs utilisent celles qu'ils veulent. Donc, voilà. Donc là, on voit, c'est tout simplement, c'est un simple exemple de fichier Docker qui n'est pas très complexe. Même si on a deux layers, comme on peut voir, donc on a deux appels from, c'est rien de compliqué dans le sens où on fait juste, on applique des calques pour chaque commande. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut récapituler déjà de la première partie? Qu'est-ce que Docker, qu'est-ce que la conteneurisation? C'est que déjà c'est plus léger qu'une VM, parce qu'on peut le démarrer beaucoup plus rapidement, ça prend moins d'espace disque et c'est plus simple à la manipuler, parce que même un développeur sur son environnement de travail local, il pourra la manipuler. On peut la déployer n'importe où, sur n'importe quel OS, parce qu'on a une façon agnostique qui est gérée par le Docker Engine qui va permettre, lui, de gérer cette communication entre l'OS de la VM et l'OS, et le système, l'OS du conteneur. Et c'est lui qui va faire cette traduction entre les deux. On a moins de surprises, comme je disais, du passage de dev en prod, parce que c'est la même chose qu'on livre de part et d'autre. Donc, on livre un package global. On a un nouvel environnement de travail pour les développeurs, et donc ça leur demande aussi d'avoir un peu plus de connaissances, un peu plus transverses, parce que les développeurs doivent être un peu plus aguerris sur tout ce qui est Dockerfile, tout ce qui est conteneurisation, pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir écrire eux-mêmes leur Dockerfile. Et on a aussi une évolution du concept de livraison. Donc le livrable n'est plus une simple application, c'est un conteneur qui contient l'appli avec toutes les dépendances tierces qu'il a besoin pour fonctionner. Donc ensuite, comment on en était resté? On en était resté à mon conteneur Cube, Docker, je pourrais le livrer en prod, il fonctionnerait. Effectivement, je peux lancer un Docker en prod, ça fonctionne, et ça tourne, tant qu'on n'a pas de souci, tant qu'il n'y a pas de crash, ça va fonctionner. Mais Cube va apporter deux choses. D'abord, l'orchestration, qui est une chose essentielle au bon fonctionnement d'un environnement de production,
et l'optimisation des ressources. Alors, pourquoi je parle de ces deux points? L'orchestration, c'est tout simplement l'automatisation des déploiements des conteneurs, l'automatisation de la gestion des conteneurs et la mise en échelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le déploiement des conteneurs, c'est que Cube va gérer lui-même le déploiement des conteneurs et va surtout s'assurer qu'un conteneur est toujours up. C'est-à-dire que si j'ai un conteneur qui tombe, il va s'assurer qu'il va le reconstruire, il va le redéployer pour le remettre up. Alors qu'un Docker, si on le laisse tout seul, il tombe. Si on n'a pas de mécanique automatique, il ne remontera jamais. Il va être crash. Il faudra soit mettre des mécaniques automatiques, soit se connecter manuellement sur le serveur pour le relancer. Là, c'est Cube qui va gérer toute cette mise en place et tout ce système de je garde mes conteneurs toujours up et je fais en sorte qu'ils soient toujours up. Mise à l'échelle et mise à réseau, c'est tout simplement la scalabilité. Le mot que je voulais dire tout à l'heure, mais je n'ai pas dit pour ne pas faire d'amalgame. Scalabilité verticale et horizontale. Donc horizontale, c'est de dire je vais créer N instances de mes conteneurs parce que j'en ai besoin. Et verticale, c'est je vais gonfler mes CPU et ma RAM pour mon conteneur. Donc tout ça, c'est Cube aussi qui va s'en charger et il va le faire de façon automatique selon les réglages qu'on va lui indiquer. Donc, et que pareil, si on était juste avec Docker, on ne pourrait pas le faire. Docker, c'est juste une instance qui tourne. Si elle ne suffit pas, faut manuellement en déployer une autre ou par des moyens automatiques. La Cube va s'assurer que pareil, si à un moment donné, il y a une charge importante, il va créer autant d'instances nécessaires et quand cette charge va rediminuer, il va les détruire pour garder toujours l'unité qu'on a définie par défaut. Donc ça, c'était l'orchestration et c'est quelque chose de très essentiel. Après, on a l'optimisation des ressources, c'est-à-dire que quand on a un cluster Cube, on va y rajouter des VM à la volée. C'est Cube qui va les absorber dans son cluster et qui va les manager automatiquement. C'est-à-dire que j'ai une VM avec, un exemple, avec 10 conteneurs, je rajoute une deuxième VM, la Cube va redispatcher parmi les 10, peut-être 3, 4 conteneurs sur la deuxième VM qui sera dans son écosystème. Pareil, si je fais l'amalgame avec le Docker, si je rajoute une VM à mon écosystème Docker, c'est à moi manuellement de dispatcher les conteneurs sur la nouvelle VM. Et là, c'est là où tout l'avantage, c'est que Cube va s'assurer de toujours avoir des ressources utilisées de façon équitable au sein de son réseau pour pas avoir un nœud ou un autre cluster qui soit surchargé. Donc voilà, donc c'est ce pilotage fin qui va être très intéressant et surtout, on peut rajouter des VM, des ressources à ce cluster de façon très facile. Donc, un petit point sur l'architecture de Cube, on a deux choses qui sont essentielles dans Cube, c'est le node et le master. Ce qu'il faut se dire, c'est que le master, c'est le garant de l'infrastructure, c'est lui qui manage toute l'infrastructure de Cube. Nous, quand on lance des commandes, donc ça on le verra tout à l'heure avec Florian, on communique qu'avec le master. Et c'est lui qui va communiquer avec les nodes, donc les serveurs, les conteneurs qui vont être déployés. On ne communique jamais directement avec ces nodes, on y communique toujours à travers le master. Donc voilà, donc c'est toujours un modèle de on communique le master et c'est le master qui communique au node et jamais directement au node. Après, on a 4 termes, pareil, on les verra lors de la démo avec Florian. On a 4 termes qui sont essentiels. Le pod dans les cubes. Donc, il faut juste dire c'est un pod, c'est un conteneur pour faire facile. Là, parce qu'on pourrait dire dans un pod, il faut mettre plusieurs conteneurs, ce qui est vrai. Mais pour faciliter les choses, c'est l'unité la plus petite et c'est un pod égale un conteneur. Le réplica, c'est la ressource assurant du bon nombre d'instances. Donc, c'est elle qui va dire, dans mon réglage de cube, j'ai dit que je voulais avoir autant d'instances de ce pod. Et bien, c'est le réplica qui va s'assurer qu'il va toujours y avoir au minimum n instances par rapport à la scalabilité ou à d'autres besoins. Si j'ai dit les 2 instances, mais une qui tombe, il va la reconstruire. Il va en faire autant jusqu'à obtenir le nombre qu'il était indiqué. Le déploiement, c'est l'objet qui va gérer le déploiement tout simplement des ressources dans le cube. Et le service, c'est le service gérant les IP et le DNS des pods pour pouvoir faire de l'adressage, tout simplement. Donc, dernière chose, on arrive presque à la démo, mais avant tout, on parlait beaucoup de cube. Et avant, on a parlé de Docker. Maintenant, je présente là sur ce schéma qui est intéressant, que j'aime bien, c'est où se situe Docker par rapport au cube. Donc là, on voit, c'est que kubectl, donc c'est la commande pour manipuler cube. Donc ça, on le verra.
on a le master, on communique avec le master, et c'est le master qui va piloter le Docker Engine que on pouvait nous manipuler manuellement via tout simplement des commandes comme Docker Run, Docker Build et autres. Ben maintenant, c'est le master qui va les faire via des kubectl exec. Et ce Docker, après, le Docker, il va juste manipuler, comme il le faisait avant, les pods, mais c'est le master qui va lui donner ses ordres. Donc, il y a juste, voilà, on voit vraiment la relation entre les deux. C'est pas l'un remplace l'autre, c'est vraiment Kube qui se place au-dessus du Docker pour orchestrer tout son écosystème et pour le manager, tout simplement. Donc voilà, donc maintenant, je vais laisser la main à Florian pour cette mise en pratique. Ouais, merci Brice. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Florian. Alors ensemble, du coup, je vais vous faire une petite partie démo sur un peu comment manipuler Kubernetes. Et on va voir un cas concret qui va être la mise en place d'un Tomcat sur un cluster Kube. Donc par contre, on va partir du principe qu'on a déjà un cluster Kubernetes. Là, ça va être un peu pour vous montrer comment on navigue, entre guillemets, dessus. Et pour tout ce qui est avant, du coup, la mise en place du cluster, généralement, si vous passez par du cloud, donc GCP, Azure ou AWS pour les plus gros, ils ont déjà des fonctions pour vous livrer en fait 3 VM qui communiquent déjà pour être directement fonctionnels, on va dire, sur Cube. Si vous faites du on-premise, il me semble que vos VM doivent pouvoir communiquer au moins en SSH pour le partage de la config au début, et sinon au moins pouvoir communiquer entre elles sur certains ports. Pour le contexte de la démo aussi, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un Windows. Ça rejoint un peu ce qu'avait dit Brice sur les avantages de la containerisation, c'est qu'on peut lancer vraiment tout type de conteneurs sur tout type de machine, du moment qu'elle peut faire tourner Docker ou au moins lancer des conteneurs. Donc en l'occurrence, moi j'utilise Docker Hub, qui a une fonctionnalité du coup de Kubernetes intégrée pour les dernières versions. Donc j'ai déjà du coup un cluster composé uniquement de ma machine qui va être présent. Ça, on peut le voir du coup en faisant un kubectl getNode. On voit du coup que j'ai un cluster Kubernetes composé d'une seule machine, donc ça n'a pas grand intérêt, mais c'est toujours à des fins de test. Et du coup, ça vous permet de manipuler si jamais vous voulez faire chez vous. Et pour expliquer un petit peu comment fonctionne l'orthographe et la syntaxe de Kubernetes, la commande qui va vous permettre de naviguer, ça va être kubectl. Après, du coup, vous mettez un mot qui permet du coup soit d'obtenir une information comme get, soit par exemple de supprimer une information, delete ou edit éventuellement pour faire une modification sur un élément. Suivi après du type de l'objet que vous voulez avoir. Donc, Brice en a présenté quelques-uns avec les namespaces, les pods, les réplicas. Là, je voulais vous montrer les namespaces parce que par défaut, une fois que vous avez créé un cluster Cube, vous allez avoir 4 namespaces. Alors, un namespace, en fait, c'est un espace de découpage de vos projets. Ça veut dire que, par exemple, là, on va mettre en place du coup un outil, l'outil Tomcat. On va lui créer un namespace. Comme ça, on va pouvoir mettre tous nos composants dedans concernant ce projet Tomcat. Et l'idée, c'est un peu avoir du coup, pour certaines entreprises, des maxi-fermes de, on va dire, une centaine de nœuds avec plusieurs dizaines de projets différents dessus. Si on veut en supprimer un, après, c'est beaucoup plus simple d'entretien. Il suffit de supprimer un namespace. On va supprimer tous les composants qui sont associés dans ce dernier. Donc, pour commencer aussi, je vous avais expliqué qu'on a ces 4 namespaces par défaut. Le tout premier, default, c'est un namespace ordinaire qui va en fait être la racine lorsqu'on fait un appel. Imaginons, je veux savoir combien j'ai de pods sur mon cluster. Si je fais un kubectl getPod, on me dit qu'il n'y en a pas. Alors pourtant, il y en a du coup pour juste faire tourner Kubernetes de base. On peut le voir d'ailleurs sur mon Docker Hub, qu'on a une petite dizaine du coup de pods qui tournent déjà, alors même qu'il n'y a rien encore sur mon cluster. En fait, c'est parce que si on ne spécifie pas du coup le namespace, on va toujours tomber sur le default. Il faut toujours mettre -n suivi du namespace qu'on cible, ou alors -all namespace pour tomber sur tous les pods de ma ferme.
Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les pods par défaut. On a du coup un DNS interne qui permet d'avoir une reconnaissance interne sur des noms, le nom direct du pod, par exemple, pour les faire communiquer entre eux. On a du coup etcd qui partage la configuration de base de Kubernetes, etc., etc. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Par contre, ce qu'on va faire encore avant de mettre en place ce Tomcat, c'est qu'on va mettre le Kubernetes Dashboard, qui est un projet officiel de Kube et qui permet en fait d'avoir une interface pour gérer le cluster. Et pour cette démo, ce sera plus visuel pour vous. Donc, il y a un GitHub qui existe sur ce projet-là. C'est un projet qui est vraiment, qui est issu vraiment de la création du projet de Kubernetes et qui a été un peu suivi et qui continue d'être à jour actuellement. Pour l'installer, du coup, on va s'intéresser à cette partie-là. On nous explique qu'on va devoir utiliser juste notre commande kubectl. On ne va pas avoir besoin d'importer ou de créer le projet ou autre. Et on va faire apply. Apply, ça va nous permettre d'utiliser un fichier YAML comme source pour pouvoir enrichir notre cluster. En l'occurrence, après, on a un lien du coup qui contient un lien YAML. Donc, on va regarder avant du coup de l'appliquer parce que ça pourrait être un projet malveillant ou autre. Ce qui contient. On voit du coup qu'on a un YAML donc, qui est découpé à chaque fois pour chaque composante par 3 tirets. On voit que déjà, le premier composant, c'est un namespace. Donc, ça va être la création d'un namespace, comme je vous l'ai expliqué. Donc, ça, c'est pas mal parce que déjà, ça veut dire que si je l'applique sans spécifier le namespace, je ne vais pas le fabriquer dans le namespace default. Je vais avoir par défaut, du coup, ce namespace-là. Mais après, si je mets un "-n", je peux le cibler, un namespace que j'ai créé par avant. Donc, pour avancer, du coup, dans les services account, on ne va pas en parler pour le moment. Les services, Brice en avait parlé, du coup, ça permet l'exposition de l'outil. Et en l'occurrence, on voit du coup 2 informations sur cet élément-là qui sont importants, le port et le target port. Donc, en fait, lorsqu'on va faire un déploiement, notre conteneur, il ne va pas pouvoir communiquer avec l'extérieur. Il va être vraiment bloqué et même en local, on ne pourra pas y accéder parce qu'en fait, il va être dans son conteneur sans aucun moyen de communication. Et c'est en se renseignant sur l'outil, on va pouvoir savoir sur quel port dans le conteneur il cherche à exposer. Et on va du coup créer un objet service pour pouvoir cibler ce port-là et lui permettre la communication du coup avec l'extérieur ou du moins avec le local. Donc dans notre cas, on cible le Unit 443 et on va le répercuter du coup sur le port 443 du cluster. Donc les secrets, je ne vais pas en parler non plus parce que c'est trop détaillé, trop poussé, on va dire, sur Cube. Grosso modo, c'est des idées de mots de passe et de tokens secrets qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la solution, mais qu'on n'a pas envie d'afficher du coup sous forme de fichiers simples. Donc c'est des fichiers encryptés. Et enfin, du coup, donc pareil avec les cluster roles, ça va être un peu compliqué. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être l'objet de déploiement, parce que du coup, c'est celui-là qui contient la solution. En l'occurrence, dans la partie conteneur, on voit du coup qu'on a du coup une image Kubernetes UI avec le dashboard. On voit que c'est la version 2.5.1 d'ailleurs qui sera appliquée. Et voilà. Donc, on va appliquer parce que déjà, je sais que ce projet est fiable et qu'il est sûr. Et on va pouvoir avancer dessus. Donc, j'y ai appliqué. Actuellement, si je regarde du coup mes namespaces, on voit que du coup, j'ai bien le Kubernetes Dashboard qui a été créé. Et si je regarde du coup les pods qui sont dans ce dernier, donc kubectl getpod -n en ciblant du coup ce namespace, on va bien tomber du coup sur nos 2 déploiements qui doivent être associés chacun à un pod. En fait, cette commande du coup, la commande du coup qui permet d'obtenir, alors là c'est les pods, mais c'était les déploiements que je voulais vous montrer. La commande du coup sur les déploiements va vous afficher le nombre de pods en fait qui est associé à chacun. Donc en l'occurrence, là, on en a un pour chaque. Mais on verra du coup avec le déploiement du Tomcat qu'on va en mettre plusieurs. Donc ensuite, on continue de suivre un peu la documentation parce que ce projet du coup de dashboard Kubernetes, en fait, il est interne. Et comme il a entièrement accès
aux modifications du coup du daemon de cube sur notre cluster, il est un peu dangereux de l'exposer. Et c'est pour ça qu'on a un accès spécifique qui se fait dessus. On a une commande kubectl proxy qui nous permet en fait de proxifier le cluster pour qu'on y ait accès juste localement du coup sur ce dernier. Et si du coup on utilise la commande kubectl proxy, on voit que là du coup Kubernetes passe en mode proxy vers notre poste et nous permet du coup d'accéder à du coup ces composants, et en l'occurrence du coup le composant du dashboard. Si maintenant on va sur ce lien-là, on nous demande un jeton parce que justement sécurité supplémentaire, comme on a accès vraiment à tout la modification et que dans le cadre de la prod ou autre, si jamais ça finissait par s'exposer sur Internet, ce serait assez dramatique. On va avoir un système de jetons qui va être à rajouter. Donc là-dessus, je vais le faire un peu sans trop vous expliquer. Grosso modo, il y a ces deux combinaisons de YAML à appliquer pour pouvoir avoir un token. Donc j'ai préparé un petit fichier. Donc j'applique du coup de la même manière que tout à l'heure un fichier avec kubectl apply-f. Et en l'occurrence, j'avais préparé du coup un fichier qui me donnait cette combinaison des deux YAML qu'on a vu, qui s'appelle dashcube.yaml. Donc en fait, la commande kubectl apply, on peut l'utiliser vraiment sur un lien internet tant que ça mène vers un YAML ou vers un fichier local. En l'occurrence, là, du coup, un fichier qu'il y a en local, du coup, dans mon dossier. Donc là, on voit qu'il y a un service account qui a été créé et un système d'autorisation pour cet utilisateur. Et on voit ensuite que maintenant, on peut obtenir un token en lançant cette longue commande. Alors en fait, on fait un accès au secret et on lance en même temps du coup des commandes pour cibler précisément le token encrypté. Voilà, donc on a notre token du coup qui a été généré uniquement pour nous et du coup qui est valable uniquement un certain temps. Et avec ça, dans un premier temps, on ne voit rien parce qu'on finit comme pour les command line sur le projet, l'espace non default. Mais ensuite, du coup, on peut voir tous les espaces non. Et je sais que dans le cadre, moi je l'utilise par exemple chez mon client pour pouvoir avoir rapidement un état des lieux sur ce qui se passe sur la ferme. C'est plus visuel et ça peut être utilisé notamment par d'autres équipes comme les opérateurs par exemple. Donc généralement, dès que c'est vert, tout est bon. On voit du coup tous nos namespaces et on va rapidement passer du coup au déploiement de Tomcat parce que le temps passe un petit peu. Donc pour ce dernier, ce qu'on va avoir besoin, comme j'avais expliqué, c'est dans un premier temps de créer un namespace pour ce dernier. Namespace, on va l'appeler Tomcat. Voilà. Donc on voit qu'il a bien été créé et on peut s'en assurer d'ailleurs en regardant sur voilà, l'interface graphique. On voit bien qu'il a été créé, qu'il est vide, qu'il n'y a rien en l'occurrence actuellement dedans. Et on va l'enrichir. Donc pour l'enrichir, comme on a expliqué, le mieux, c'est d'utiliser un YAML. On peut également le faire directement en command line en utilisant de la même manière que pour le namespace, kubectl create deployment en indiquant l'image qu'on a envie de mettre dessus. Et Kubernetes va tout automatiser sur les paramètres qui ne sont pas indiqués pour faire le déploiement au plus simple à partir de l'image qu'on a donnée. Nous, dans notre cas, j'ai préparé déjà quelques petits exemples. Donc, j'ai fait un YAML vraiment au plus simple et le plus vite possible. Dans un premier temps, on a toujours la ligne API version. API version, ça cible en fait la version de l'API de Kubernetes qu'on va utiliser pour interpréter notre YAML. Dans notre cas, et presque dans tous les cas, ce sera V1, parce qu'en fait, on a actuellement une V1.5 et une V2 qui existent pour Kubernetes, mais ils sont presque jamais utilisés. Et ça change juste la syntaxe, on va dire, du YAML qui doit être indiqué. On a du coup le type. Donc, nous, dans notre cas, c'est un déploiement. Et on a un nom qui est associé à une metadata. C'est un peu comme une étiquette, les metadata, et pareil, on va voir le match label en dessous qui va être fonctionner un peu de la même manière. On va l'appeler Tomcat Infra. Donc, ensuite, on descend donc, sur les sélecteurs et sur les templates. C'est un peu un usage pour faire uniquement des communications sous certaines étiquettes, etc. Ça ne va pas forcément nous intéresser. Par contre, on a Replica qui nous intéresse, qui va être le nombre de pods qu'on veut.
en l'occurrence 1 pour ma part, et du coup la partie spec container, où là du coup on va mettre notre image. Donc moi j'ai vu que du coup l'image Tomcat est disponible du coup sur le Docker Hub du coup, qui est une banque d'images et de conteneurs qui est très utile. On peut voir également les tags pour les versions, pour trouver rapidement du coup la version qui nous intéresse. On a du coup notre Tomcat qu'on veut en version 9.0 et qu'on va appeler du coup Tomcat App. Donc ça, c'est le nom du conteneur dans le pod. On aurait pu en avoir d'autres, comme avait dit Brice, mais il faut vraiment se concentrer sur le fait qu'un pod égale généralement un conteneur. Donc on va pouvoir appliquer du coup ce déploiement en faisant un QVectel du coup apply -f de Tomcat YAML. Et ne pas oublier de spécifier du coup le namespace du coup qui sera dans notre cas Tomcat. Ça a bien été créé apparemment. On va voir du coup, maintenant qu'on a une interface graphique au top pour voir si tout se passe bien. Ça a été actualisé. On a un déploiement, un pod, et là on a aussi un réplica set. Donc en fait, le réplica set est créé par le déploiement, donc le déploiement qui est ici. En ordre de hiérarchie, on a le déploiement qui contient un peu les configs que va avoir du coup les différents pods, et on va avoir en dessous, du coup, le réplica qui va uniquement récupérer le nombre de pods qui est demandé par le déploiement pour, du coup, lui, juste s'assurer qu'il est tout le temps à disposition ces pods-là. Mais du coup, les pods sont contenus dans les réplica sets, entre guillemets. Et du coup, en l'occurrence, on lui en demande un et il en a un en fonctionnement. Donc, tout est bon. On a des événements, d'ailleurs, pour nous expliquer un peu ce qui se passe et comment il interprète parfois des ajouts ou des retraits de ces pods. Donc là, on a actuellement un pod qui tourne. Le problème, c'est qu'on ne peut rien faire avec ce pod, étant donné, comme j'ai expliqué, qu'on n'a pas de service et que du coup, il n'est pas du tout accessible. Donc, on va chercher à faire une version 2 du coup de notre déploiement. Et ça tombe bien parce que j'ai créé un autre YAML du coup qui reprend exactement ce qu'on avait vu pour le premier. Sauf que j'ai changé deux choses. Déjà, pour le réplica, j'en ai indiqué 3 ce coup-ci pour avoir 3 pods de ce déploiement-là. Et j'ai ajouté une partie service pour pouvoir ouvrir la communication du coup de mon pod. Moi, je sais du coup par défaut que Tomcat cherche à exposer, si on ne le change pas, le port 8080. Donc, je vais récupérer ce port-là pour l'exposer sur le port 8888. Et si jamais vous installez un outil et que vous avez besoin de savoir ça, il faut regarder un peu les docs et voir un peu comment vous pouvez configurer ce genre de port. Donc, si on applique ce nouveau YAML, on voit deux choses. On voit du coup que notre service a bien été créé. Et on voit pour le premier que le déploiement a juste été configuré. Kubernetes, il va toujours chercher à voir ce qu'on a par rapport à ce qu'on demande. Et du coup, il ne va pas supprimer les déploiements pour en recréer un ou autre. Il va voir en fait ce qui a été modifié et s'il a besoin ou non, du coup, par rapport à la modification demandée, d'arrêter les pods ou non. Et même s'il devait les arrêter, il va d'abord chercher à rajouter des pods pour pouvoir ensuite supprimer les anciens et qu'on ait tout le temps de la haute disponibilité. C'est vraiment la grande ligne, on va dire, de Kube. Donc, si on regarde maintenant, du coup, sur notre dashboard à nouveau, on voit que tout est bon. On voit que ce coup-ci, du coup, on a bien 3 pods et on n'a pas les services qui sont indiqués sur la page, mais on les a normalement indiqués dans la partie service. Donc, on a bien, du coup, notre service qui tourne. On peut néanmoins pas y accéder directement. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. Il y a plusieurs types de services qui existent et on peut cadrer un service pour exposer sur une IP qu'on lui donne. Mais dans notre cas, et si du coup c'est pas spécifié, Kubernetes va l'exposer sur une IP qui est interne au cluster, donc la 10.108.158.25. Et même moi, je n'y ai pas accès en fait, parce que c'est vraiment une IP qui a été créée pour Kube. On peut y avoir accès sous certaines circonstances. Mais du coup, dans mon cas, je vais faire un port forward pour pouvoir quand même voir du coup ce que ça donnerait si on avait cette IP qui est accessible. Donc, là, on est un peu dans du complexe, mais normalement, habituellement, on peut toujours utiliser une adresse locale et il n'y a pas trop de soucis. Donc, port forward, en fait, ça vous demande du coup ce que vous voulez du coup faire suivre. On peut le faire directement sur le pod
sans avoir besoin de créer un service. Mais du coup, moi, dans mon cas, je voulais vous montrer un peu la façon la plus proche de ce qu'il peut y avoir en production. Enfin, en tout cas, dans les bonnes pratiques de Cube. Donc, on fait QXTL, port forward, le service, enfin, service pour le type de l'objet, le nom du service. Le port du coup qu'on veut sur notre poste et le port ciblé. Donc là, en l'occurrence, c'est le port que je récupère du service. Bien sûr, le namespace qui est Tomcat. Et là, du coup, normalement, si on va sur localhost, yep, 8888, on a du coup une page d'erreur 404 Tomcat, parce que du coup, on a bien notre Tomcat qui fonctionne, mais on n'a rien mis dessus. Et je vais faire ça en vitesse, du coup, pour rajouter cette partie de données qui nous manque. J'ai en local, du coup, un volume test, enfin, un répertoire qui s'appelle volume test, qui contient, alors, juste, mon fichier sample.var, qui est un fichier d'exemple qu'on peut récupérer sur le site enfin, le site projet de Tomcat. Et j'ai créé un tout dernier YAML qui est beaucoup plus long que les anciens. Donc, on a encore du coup notre partie déploiement et services qui n'ont pas bougé. Enfin, si pour la partie déploiement. Mais en premier, on a deux éléments qui se rajoutent. Un volume qu'on va du coup, qui est en fait un objet qui va permettre de prendre de la donnée et un volume de données et le mettre du coup dans un de vos conteneurs. En l'occurrence, là, je l'ai fait à partir de mon propre poste grâce au type hostpath, avec du coup le chemin qui est en dessous. Donc le chemin qui est précédé d'une partie un peu spécifique à Docker Hub, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais sinon qui est indiqué vers le répertoire que je vous ai montré. On peut avoir du coup dans le cadre des cloud providers d'autres systèmes, en l'occurrence il me semble que Amazon, du coup, enfin avec AWS, Azure et GCP ont un système à eux pour pouvoir leur demander de la donnée. Et bien sûr, du coup, eux, ils vont vous apporter cette donnée à l'endroit où vous avez demandé, en échange du coup d'une facturation qui suit après au mois, bien sûr. Moi, dans mon cas, du coup, je spécifie un emplacement que je veux partager avec un volume. J'ai un autre élément persistent volume claim qui va être un lien entre le déploiement et le volume et qui va du coup permettre de faire ce type de lien. Et on va du coup réutiliser son nom dans la partie du coup qui nous intéresse, qui est le déploiement. Dans le déploiement, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un volume mount pour dire que j'ai envie de monter un volume du coup dans ce conteneur-là, ou j'ai envie de le monter dans user, local, Tomcat, web app, parce que je sais que c'est là-dedans que les fichiers var vont être lus. En l'occurrence, ce genre d'information, vous pouvez le trouver en grande partie dans la partie Docker Hub de votre image. Même si dans Tomcat, je ne suis pas sûr qu'il l'affiche. Ici, par exemple, on a des informations sur des répertoires qui peuvent être pertinents pour l'utilisation de Tomcat. Moi, dans mon cas, je sais que j'ai besoin du coup de modifier ce répertoire-là, donc c'est là-dedans que je vais apporter mon répertoire. Le security context, ça c'est un peu avancé, c'est par rapport au droit, on va dire, d'accès du conteneur sur ce répertoire-là, parce que ce répertoire, comme il va être partagé avec votre poste, on va potentiellement pouvoir du coup inscrire de la donnée dedans. Et du coup, on veut le restreindre ou alors au contraire lui donner plus d'accès. Et enfin, du coup, la partie volume, donc qui associe juste le nom à enfin notre volume claim qui est ici. Donc, on va lancer tout de suite ce fichier YAML et après, on aura bientôt fini. On aura même fini. Il va me falloir un énième PowerShell. En fait, lorsque je fais un système de proxy comme ça, je bloque mon terminal pour le faire tourner. Donc, sur Linux, c'est beaucoup plus simple étant donné que vous pouvez faire tourner en tâche de fond avec E, le symbole E. Sur Windows, c'est plus compliqué, c'est vous bloquez un terminal et il n'y a pas de système de tâche de fond PowerShell. Enfin, je ne connais pas en tout cas pour le moment. Donc, on va faire un kubectl apply-f de notre fichier. Ouais, screen également, Benjamin. Tomcat
final, il me semble que je l'ai appelé comme ça. Le namespace, toujours comme 4. Et normalement, là, on va avoir du coup nos éléments qui vont se créer. Donc en fait, on a une partie Person Volume Claim où on peut voir du coup que il a cherché le volume et il l'a trouvé. On peut voir dans la partie volume, Person Volume, qu'il a bien créé dans tous les cas et qu'il a bien associé à notre volume claim. Et si on regarde comme ça, on voit bien du coup notre déploiement qui est bien là. Et maintenant, si on actualise, alors il va falloir que je refasse le QXL port forward avant. Comme on a changé le déploiement, il faut relancer par contre cette partie-là. On est toujours en 404 sur la racine, mais du coup, si on prend sample du coup qui est mon var, là on va tomber sur notre page Hello World du coup de notre Tomcat. Et du coup, on a réussi, on aurait pu mettre n'importe quel var du coup de n'importe quel projet. Ça a été compliqué du coup, sans entrer en détail sur certaines parties et de vous faire un raccourci vraiment sur au moins ces composants-là. Mais ce que je peux vous conseiller, si le sujet vous intéresse, c'est vraiment de commencer par vous prendre un projet simple que vous cherchez à exposer. Donc, un peu de la même manière que moi, vous pouvez le faire avec un Docker Hub ou alors si vous avez des Raspberry qui traînent ou des VM, vous pouvez vous en servir. Vous faire un petit cluster comme ça, Kubernetes. Commencez du coup à vous dire, ah tiens, j'aimerais bien exposer tel outil. Après, vous allez voir rapidement les choses bloquantes. Ah bah j'ai pas de données dedans, du coup, tu t'intéresses au volume. Et c'est un peu comme ça que tu montes en compétence, je trouve, sur tous les composants. En tout cas, pour les plus primaires, du coup, les déploiements, les réplicas, les pods, namespace. Et après arrivent progressivement les services, les volumes. Et après, tout ce qui est au-dessus, c'est vraiment du très compliqué. Enfin, pas du très compliqué, mais des choses que vous allez apprendre suivant les besoins et les projets que vous allez avoir.